Donc on m'a chargé en effet en moins de 20 minutes vous expliquer les bases de la cardiologie. Alors le cœur, un organe qui... bon, ça va être pas mal de rappels pour pas mal d'entre vous, entre le lycée et le collège. Le cœur, un organe qui fascine depuis des millénaires, bon, qui était symbole des qualités humaines au temps des Égyptiens, mais finalement jusqu'au XIIIe siècle, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'un médecin arabe, Ibn Nafis, a émis l'hypothèse du fonctionnement du cœur et qu'il a compris à quoi ça servait. Ce n'est que 3 siècles plus tard, William Harvey, un médecin anglais, qui a confirmé le fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc là, vous avez représenté le cœur dans sa position anatomique, donc au niveau du thorax, entre les 2 poumons. Là, on a une sorte de poche translucide qui l'entoure, c'est le péricarde. Quand on ouvre le péricarde, on tombe sur un muscle, en effet, le cœur. Donc c'est une sorte de pompe creuse, un muscle creux, dont le travail va être d'assurer la circulation sanguine à travers l'organisme. Je vais vous aider. Donc, il n'est que cardiologue. Donc là, on a le cœur. Avant de parler du cœur, on va parler de ses fonctions, les vaisseaux sanguins. Voilà. Alors, les vaisseaux, un petit mot sur les vaisseaux d'abord. Il y a 2 types de vaisseaux. La fonction des vaisseaux, c'est de transporter le sang, mais en fait, on a 2 types. D'abord, des vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur, les veines, et des vaisseaux qui envoient le sang à travers les organes, les artères. Petit moyen mnémotechnique, les veines vont vers le cœur, les artères partent du cœur. Donc on va partir d'un organe qui a consommé l'oxygène, qui a consommé les nutriments, donc il renvoie du sang dans l'organisme, et le cœur va récupérer ce sang pour pouvoir l'éjecter. Mais en fait, on n'a pas un seul cœur, on a 2 parties de ce cœur. On a 2 cœurs. On a le cœur droit qui va récolter le sang usagé, qui va le renvoyer vers les poumons, et une autre partie, le cœur gauche, qui lui va renvoyer le sang bien oxygéné au reste du cœur, de l'organisme, pardon. Et ces 2 parties sont bien cloisonnées, en tout cas pendant la vie adulte. Bon. Je vous laisse. Voilà, les 2 oreillettes sont apparues. Alors voilà. Donc, un cœur est composé de 4 cavités, 2 oreillettes de ventricules. Alors, ce sont les oreillettes qui récoltent le sang, et les ventricules, on peut. Et les ventricules qui vont éjecter le sang à travers, qui vont faire sortir le sang du cœur. Diapo suivante. Alors voilà, donc le sang rentre dans le cœur à travers l'oreillette droite. Donc le sang faible, voilà, très bien. J'ai peut-être. Merci. Voilà, donc on a le sang veineux qui est faible en oxygène et faible en nutriments, qui est récolté et qui dans l'oreillette droite. Et c'est à l'occasion d'une décontraction du cœur, pendant la diastole, le ventricule est décontracté, le sang va passer de l'oreillette droite vers le ventricule droit à travers une valve qui s'appelle la valve tricuspide. Donc là, le cœur droit est bien rempli de sang veineux, et c'est lors de la phase suivante, pendant une phase de systole, que les ventricules se contractent et le ventricule droit va éjecter du sang veineux à travers les artères pulmonaires. Pour cela, le sang va traverser une valve, la valve pulmonaire. On imagine bien du coup, ici et là, que quand on a un problème de valve,
le cœur sera moins efficace dans sa fonction. Le sang veineux va donc être éjecté dans les poumons, et c'est dans les poumons que le sang va pouvoir se recharger en oxygène et se débarrasser de l'excédent de gaz carbonique. Voilà. Une fois que le sang est rechargé en oxygène, il va rejoindre la partie gauche du cœur à travers les veines pulmonaires, donc veines qui rejoignent le cœur. On a 4 veines pulmonaires. Le sang va être récolté dans l'oreillette gauche. Puis, lors d'une phase de décontraction, une nouvelle phase de décontraction des ventricules, les ventricules vont se remplir à travers la valve mitrale. Puis, lors d'une phase de contraction suivante, le cœur va se contracter et le sang va être éjecté à travers la valve aortique pour aller être distribué à l'ensemble de l'organisme. Donc, pour résumer, finalement, cette diapositive résume tout ce qu'on vient de voir, à savoir 2 circulations. Une petite circulation que vous avez représentée ici entre la partie droite du cœur et la partie gauche du cœur, donc c'est la circulation pulmonaire. Le sang va être rechargé en oxygène. Et la grande circulation entre le ventricule gauche et l'oreillette droite, dont là, la mission, ça va être de distribuer le sang oxygéné à l'ensemble de l'organisme. Là aussi, on peut, petite parenthèse, imaginer quand la partie droite du cœur est fatiguée, le sang va stagner en amont et pouvoir entraîner des œdèmes, notamment au niveau des jambes, c'est les œdèmes des membres inférieurs. A l'inverse, quand c'est la partie gauche du cœur qui est fatiguée, le sang stagne en amont et là, on va avoir un déversement d'eau dans les poumons, c'est ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire. Donc là, on peut récapituler le cycle cardiaque sous cette diapositive. On a 2 phases. Une phase où le cœur est décontracté, là, en diastole, décontracté. Les ventricules se remplissent de sang des 2 côtés. Donc vous voyez, on a un passage du sang des oreillettes vers les ventricules. Les valves tricuspides et mitrales sont ouvertes, alors qu'on a les valves pulmonaires et aortiques qui sont fermées. Et une phase de systole, de contraction, les ventricules sont contractés, donc le sang est éjecté à travers l'aorte à gauche, l'artère pulmonaire à droite. Et ce sont les valves auriculo-ventriculaires qui, elles, sont fermées. Un petit mot sur l'auscultation cardiaque. Quand on écoute un cœur, on entend 2 bruits du cœur, poum, tac, poum, tac. Poum, ça correspond en fait à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Donc c'est le début de la systole au niveau de l'auscultation. Le sang est éjecté à travers l'aorte et l'artère pulmonaire, alors que TAC correspond à la fermeture des valves artérielles, donc la valve aortique et la valve pulmonaire. Donc on a toujours cette succession. Un autre mot aussi, c'est important, sur la tension artérielle, un petit mot sur la tension artérielle, parce que vous voyez, vu qu'il s'agit d'un cycle avec 2 phases, le cœur en systole, le cœur en diastole, la pression qui règne sur les artères n'est pas la même. On aura une phase de systole quand les ventricules sont contractés, où la pression qui règne sur les artères est plus importante. C'est ce qu'on va appeler la tension artérielle systolique. Alors que quand le cœur est décontracté, la pression qui s'exerce sur les artères est un peu moins importante, ça va être la pression diastolique. Donc les 2 pressions sont très importantes. Pendant un moment, on pensait que ce n'était que la tension systolique qui était importante, un autre moment que la diastolique. Finalement, maintenant, on s'est rendu compte que les 2 pressions étaient très, très importantes. Donc, par exemple, quand on dit 13,9... Voilà. En effet, 13 correspond à la pression systolique et 9 à la pression diastolique. Alors attention, petite parenthèse rapide, ça c'est en centimètres de mercure, mais normalement on exprime surtout en millimètres de mercure, donc 13,9 en fait, on devrait dire 130,90. Donc soyez pas étonnés qu'on puisse parler de ces 2 manières.
Donc pour que tout ça fonctionne bien, vous avez vu un cycle particulier, il faut que tout ça soit rythmé par un circuit électrique. Eh bien, le cœur est doté d'un circuit électrique embarqué, une sorte de pacemaker naturel qui se situe au niveau du toit de l'oreillette droite, des cellules très particulières qui vont créer l'influx électrique et ainsi permettre la contraction successive d'abord des oreillettes, puis quand l'influx électrique va être transmis au reste du cœur, la contraction dans un second temps des ventricules. Donc on a ce qu'on appelle le nœud sinusal, ces cellules particulières du toit des oreillettes, puis le nœud auriculoventriculaire à la jonction entre les oreillettes et les ventricules, puis le tronc du faisceau de His, puis le reste du circuit électrique au niveau des ventricules. Cette activité électrique spontanée du cœur peut être d'ailleurs enregistrée à l'extérieur de l'organisme par l'électrocardiogramme. On a cette succession de dépolarisation. D'abord, une petite onde ici, l'onde P, qui correspond justement à la stimulation spontanée du nœud sinusal, puis un petit temps de latence qui correspond à la transmission de cet influx électrique au niveau du nœud auriculoventriculaire, puis la transmission de l'influx électrique au niveau des ventricules qui va correspondre à ce grand pic, ce qu'on appelle le QRS, et puis une phase de repolarisation. Donc c'est pour ça qu'on a sur un électrocardiogramme normal toujours cette succession oreillette-ventricule, oreillette-ventricule. Alors là, on va voir en image ce que ça peut donner, un peu le récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc voilà, on a des phases de contraction, décontraction, contraction, décontraction. Vous voyez les valves qui s'ouvrent et qui se ferment successivement. Et pour que cela soit possible, il faut un influx électrique qui naît au niveau du nœud auriculoventriculaire, du nœud sinusal, pardon, excusez-moi, au niveau de l'oreillette, le nœud sinusal. On va voir le faisceau qui naît là, puis va être transmis progressivement au nœud auriculoventriculaire. Donc, premier influx, contraction des oreillettes au niveau du nœud sinusal, puis transmission au niveau du nœud auriculoventriculaire, et l'influx va pouvoir passer au niveau des ventricules pour permettre la contraction des ventricules. Et ainsi assurer la circulation sanguine. Donc, vous voyez un fonctionnement vraiment assez remarquable qui peut parfois être le siège d'anomalies, hein, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Alors, ce système embarqué, s'il fonctionnait de façon isolée, on aurait toujours un cœur qui battrait à la même fréquence, ce qui pourrait poser problème dans certaines circonstances. Notamment quand on fait un effort. Là, le muscle a besoin de plus d'énergie, donc de plus d'oxygène, plus de sang. Pour pouvoir s'adapter aux situations, ce cœur, ce système, est branché sur le reste de l'organisme, et notamment sur le cerveau, sur le tronc cérébral, et puis également la moelle épinière. Donc tout un système assez complexe qu'on peut résumer par deux systèmes principaux. Le système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, son travail, ça va être de stimuler la contraction, le rythme cardiaque, donc va accélérer le cœur, notamment pendant un effort physique. Et le système parasympathique, qui pendant les phases de décontraction, notamment pendant le sommeil, va au contraire ralentir le cœur. Donc on a vu des valves, un rythme cardiaque, mais pour que tout ça fonctionne bien, il faut que ce soit bien vascularisé, vu que c'est un muscle. Donc tout muscle a besoin d'apport de sang, et donc le cœur a son propre réseau artériel, et veineux d'ailleurs. Ce réseau artériel est primordial. On a le tronc commun, qui est une artère coronaire, qui va donner naissance à l'artère circonflexe, qui vascularise à peu près un premier tiers du cœur, puis une autre artère principale, l'interventriculaire antérieure, deuxième tiers du cœur. Chacune de ces branches va se diviser en différentes branches, branche septale puis branche diagonale pour l'IVA. Et le troisième tiers va être vascularisé par la coronaire droite, qui elle aussi va se diviser en différentes branches. Ces artères sont fondamentales, car ce sont elles qui peuvent être le siège de dépôt. Là aussi, ça fera l'objet de plusieurs interventions. Ces fameux dépôts, ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui fait que
Vous voyez, au lieu d'avoir une artère qui fait parfaitement circuler le sang, on a cette athérosclérose qui peut progresser au fil des années jusqu'à entraîner un caillot, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc on imagine bien que quand on a un bouchon sur une de ces artères, le territoire vascularisé normalement par cette artère va souffrir du manque d'apport d'oxygène. Et dans ce cas-là, le risque vital est engagé dans les heures qui suivent. Donc voilà une pompe, des valves, un rythme, un système électrique, des artères, donc une mécanique bien huilée qui, heureusement, dans la majorité des cas, fonctionne très bien, mais qui parfois peut être le siège de dysfonctionnement. Et ça va être l'objet de cette journée d'aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, mon confrère et ami, le docteur Xavier Copy, va vous parler d'une des parties les plus passionnantes, c'est les troubles rythmiques. Donc, en tout cas, merci et bonne journée à tous.